Bien, aujourd'hui, nous passons à une nouvelle phase. C'est-à-dire que je vous ai exposé jusqu'à présent ce qu'il en est des contenus de l'inconscient. Souvenir de la réalité, souvenir de fantasmes, fantasmes à l'œuvre, ces fantasmes étant scène primitive, Oedipe, castration. La scène primitive, je vous l'ai détaillée en conception, gestation, naissance et castration. Sachant que les premières parties, conception, gestation, naissance, rentrent dans le cadre, je dirais, de l'Oedipe archaïque. Donc vous voyez comme tous ces phénomènes sont liés entre eux. Puisque l'Oedipe, c'est vouloir coucher avec la mère après avoir tué le père, ou inversement. Mais l'Oedipe fondamental, archaïque, c'est toujours avec la mère, même quand on est une fille, et cette envie de remonter dans le ventre de la mère, cette envie de participer, voire d'être à la place du père pour concevoir l'enfant que je vais être moi-même, ça, c'est pour tout le monde, garçon et fille. Tous ces fantasmes sont liés entre eux. Nous avons vu la dernière fois, avec la question de la représentation du sujet, Vorstellungsrepräsentanz, à travers le représentant de la représentation, de la fonction de représentation, la fonction de celui qui fabrique les représentations. Nous avons vu que ce truc-là est fondamental. Et il s'exprime à travers ce fantasme de conception, de gestation. Je suis en gestation de moi-même, mais en même temps que je souhaite être dans le ventre de la mère pour me refaire, jusqu'à provoquer ma propre naissance. Donc tel est en tout cas le parcours d'une analyse, finalement. C'est le parcours de ce fantasme, sachant que ce après quoi je cours, c'est après une représentation de moi-même que j'obtiens en passant à travers tous ces fantasmes de conception, gestation, naissance, Oedipe et castration. Puisque si le complexe d'Oedipe qui se trouve à la fin, la castration en étant la conséquence, le complexe d'Oedipe, c'est donc coucher avec la mère. Mais pourquoi ? Mais pour s'engendrer soi-même. C'est pas seulement pour jouir de la mère comme ça. C'est aussi cette recherche d'une représentation de soi. Tout cela nous amène à questionner la méthode de la psychanalyse. Et nous allons voir que la méthode, elle est complètement articulée sur ces contenus. La méthode a permis d'obtenir ces contenus, et en même temps, ces contenus viennent dire ce qu'il doit en être de la méthode, par laquelle on va continuer à obtenir ces contenus, parce que ça ne cesse jamais. Y a un moment où on sort de l'analyse, parce qu'on pense qu'on a obtenu une représentation de soi suffisamment solide, suffisamment articulée pour pouvoir continuer tout seul, mais ça ne veut pas dire que cette représentation est satisfaisante. Elle sera toujours insatisfaisante, et c'est ce qui nous maintient en vie. Pour nous améliorer, comme on dit dans le socius, dans la rue, partout, arriver à un mieux quelque chose, gagner plus, avoir plus de considération, plus d'audience, plus de pouvoir. On en est tous là, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça qui nous maintient en vie. Et donc la méthode, elle se décline en plusieurs formules. La première, que je considère la plus importante et que je répète dans beaucoup de vidéos, c'est celle donnée par Freud dans la Traumdeutung, dans l'interprétation des rêves. C'est la suivante. On confie au rêveur le soin d'analyser ses propres rêves. Et de même, on confie à celui qui a fait le lapsus le soin d'analyser son lapsus, celui qui a fait l'acte manqué le soin d'analyser son acte manqué, etc. C'est-à-dire quoi ? C'est la conséquence directe de ce que je viens de dire auparavant, à savoir qu'il s'agit de donner toute sa place au sujet qui parle
de son rêve, de son lapsus, de son acte manqué, d'une manière générale, de sa vie. C'est-à-dire, on ne va pas parler à sa place, on ne va pas interpréter à sa place. Il faut lui donner sa place. C'est comme ça que dans cette place, il va pouvoir construire une représentation de lui-même comme sujet. Donc vous voyez comme c'est intriqué. Ce qu'on découvre grâce à la méthode, c'est ce qui permet d'asseoir le principe de la méthode. Et c'est ce qui me permet de découvrir de nouveaux contenus inconscients grâce à cette méthode. La deuxième formule qui dessine les contours de cette méthode, c'est l'association libre. C'est-à-dire que on confie au rêveur le soin d'analyser son propre rêve, etc., et d'analyser sa propre vie, et on lui demande de le faire par association libre, c'est-à-dire de laisser tomber la chronologie, la logique, le raisonnement, la décence, le politiquement correct, pour laisser venir ce qui lui passe à travers la tête. C'est donc une mise en liberté de la parole et de la pensée. Donc, donner cette place au sujet, cette place où il peut libérer sa parole et sa pensée, c'est constater d'abord qu'il me manque cette place pour lui. Moi, j'ai constaté que dans ma représentation de moi-même, il y a des manques, mais que je n'ai pas de représentation des autres. Pour moi, c'est une place vide, et c'est à cette place vide que j'accueille les gens, que j'accueille la parole des gens. Et cette place vide, je constate donc que je n'ai pas ces représentations des gens qui ne l'ont pas eux-mêmes, ou qui ont une représentation qui vient de leurs parents, de leurs grands-parents, de leur lignée, donc de la culture, qui leur assigne telle ou telle place. Un homme doit se comporter comme ça, une femme doit se comporter comme ci. Ce sont des choses qui fonctionnent aussi dans les cultures et que transmettent les familles. Eh bien, ça empêche que le sujet trouve sa place. Ça lui permet une certaine intégration sociale, donc l'illusion qu'il peut tenir le coup, qu'il peut surfer sur cette représentation qui lui vient des autres, mais avec une insatisfaction beaucoup plus grande que la représentation qu'il pourra acquérir de lui-même et par lui-même, en sachant prendre ses distances par rapport à ses représentations familiales ou sociales. Je vous avais dit, en parlant de la scène primitive, que ce qui manquait fondamentalement à chaque sujet, c'est une représentation de son origine, puisque forcément, il n'y était pas à sa conception. Et dans sa gestation, il y était vraiment pas beaucoup. Et puis après, dans la petite enfance, encore pas vraiment, puisque c'est vraiment un endroit où on est baigné par le « tu dois faire ci, tu dois faire ça, ne pas faire ci, ne pas faire ça », etc. Donc il y a un manque qui est justement, très justement, occulté sous l'amnésie infantile, qui fait que beaucoup de gens disent « j'ai pas de souvenir avant 8 ans », d'autres disent « j'ai pas de souvenir avant 4 ans », d'autres disent « j'ai pas de souvenir avant 1 an ». Mais il y a des gens qui disent moi je me souviens de quand j'étais dans le ventre de ma maman, et je fais partie de ces gens-là. Bon, tout en mettant le bémol que je m'en souviens, ok, mais c'est peut-être une reconstitution fantasmatique. Je n'en sais rien, si c'est la réalité d'un souvenir ou simplement un fantasme de retour, de réalisation de l'Oedipe archaïque. Donc il manque cette origine, et à moi il me manque d'autant plus, même si j'ai reconstitué fantasmatiquement ma propre origine, je sais que je ne peux pas reconstituer celle des autres. Donc la méthode est là, dans cette reconnaissance d'un trou en moi, dans lequel j'accueille le trou des autres, qui vont pouvoir le remplir avec les fantasmes, l'histoire, qui sont les leurs, qui sont inaliénables, qui sont impossibles à
faire coller avec quelque généralité que ce soit, notamment les généralités des catégories névrose, psychose, perversion, etc. Ça ne vaut pas du tout dans le champ analytique, j'y reviendrai. Et ce qui compte, c'est ce trou de l'origine, et ce trou de l'origine, ça s'appelle tout simplement le symbolique. C'est-à-dire, je cherche un symbole de moi-même, et ce symbole de moi-même, c'est le moi-même en train de symboliser, en train de fabriquer des représentations, dans laquelle il y a une représentation de moi, c'est le moi, mais la représentation de la fonction de fabrication des représentations, donc de fabrication du moi également, c'est le sujet. C'est cette distinction qu'on peut faire entre moi et sujet. Le moi reste un objet, notamment l'objet du narcissisme, et le sujet, c'est la fonction qui fabrique du moi et une représentation du sujet. Une représentation du moi et une représentation du sujet. Mais ça reste la meilleure représentation du sujet, c'est une représentation en fonctionnement. C'est pourquoi je vous avais dit que c'est souvent les machines, les usines, le mouvement d'une manière générale qui peut représenter le mieux le sujet. Un objet certes, mais un objet qui fabrique, qui n'a pas de valeur en soi, mais qui a valeur pour ce fait qu'il fabrique des représentations. Donc la méthode, c'est ça, c'est cette mise au premier plan du sujet et de ses propres associations libres, pas les miennes. Vous voyez comme tout ça s'articule. Ce ne sont pas des éléments séparés. La méthode ne peut pas être séparée du contenu, c'est-à-dire de la théorie qui se dégage, et elle ne peut pas être séparée non plus de l'éthique. Ces trois choses sont articulées entre elles. La théorie, la méthode, la pratique et l'éthique. Je consacrerai une vidéo un peu plus tard à l'éthique. Encore un point que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais ça mérite d'être répété, parce que c'est très très difficile à comprendre en fait. C'est que cette histoire de place vide, dans laquelle j'accueille cette place vide qui est le symbolique, et là où le sujet peut exercer sa fonction symbolique, donc se produire comme sujet, se faire naître, eh bien, ce manque, il est aussi représenté par le manque de phallus féminin, c'est-à-dire la castration. Donc, vous voyez, tous ces manques sont articulés les uns aux autres. Les uns viennent représenter ceux des autres, ou à moins qu'ils ne s'emboîtent les uns dans les autres. Puisqu'un trou peut bien rentrer dans un trou, ça pose pas trop de problèmes. On peut même pas se poser la question de ce qui frotte autour. Même si j'ai parlé d'un rêve où j'avais les épaules qui frottaient parce que j'avais du mal à sortir du trou de la naissance. Ça, c'est des petits à côté sympathiques. Donc, à côté de ces trous symboliques, donc, puisque le symbolique comme tel, c'est le trou, en tant qu'il attire à lui donc de la matière, un peu comme le trou noir en astrophysique. Mais le trou noir, c'est une mauvaise image parce que si on ne le voit pas, c'est un plein, en fait, c'est un plus que plein. Donc le modèle de l'astrophysique ne convient pas bien. Même les astrophysiciens, ils utilisent ce mot trou, mais ils se rendent bien compte que non, c'est un objet supermassif au contraire. C'est exactement le contraire d'un trou. Ce qui pourrait être comparé à un trou, ça serait plutôt le vide intersidéral. Mais pas les trous noirs, justement. Bon, encore que, peut-être qu'on pourrait réfléchir encore un peu plus à ce genre d'analogie, mais ce ne sont que des analogies. Donc, à côté de ce trou du symbolique, il y a le trou de mémoire, qui n'est pas un trou, mais qui est la place des pensées refoulées, des représentations refoulées. Mais ça peut s'assimiler, parce que chaque sujet, dans son insatisfaction à être lui-même, se rend bien compte
qu'il lui manque, la représentation de son origine, ok, mais qu'il lui manque aussi tout ce qui est associé autour comme représentations qui sont là, notamment les représentations de la petite enfance, mais qui ne sont plus là. C'est-à-dire qu'elles ont été refoulées. Et c'est pour ça que ce sont des pensées qui ont un caractère forcément libidinal, forcément lié à l'origine, à la conception, au faire l'amour et au sexe, puisque il y a cette notion du là, pas là. Hein, le sujet qui est là, qui n'est pas là, le phallus qui est là, qui n'est pas là, selon les sexes. Donc je suis, comme tout le monde, complètement impliqué libidinalement, c'est-à-dire sexuellement, tout simplement, dans cette histoire d'être en quête d'un phallus, c'est-à-dire de ce qui pourrait imaginairement combler le trou. Le trou, cette fois, le trou de mémoire. Mais qui n'est qu'un faux trou, comme le trou noir, cette fois, pour le coup, puisque les pensées sont là, dans l'inconscient, mais elles sont refoulées. Hein. C'est pour ça qu'il y a deux choses. Hein. Il y a le refoulement originaire, qui est le réel, qui est ce dont j'ai dit qu'il était impossible d'en dire quelque chose, mais ça reste il reste le sentiment que ça manque, puisqu'on ne peut rien en dire. Et puis il y a ce dont on peut dire quelque chose, mais dont on ne veut pas entendre parler, parce que c'est dans un rapport à l'absence et à la castration. L'absence de soi et l'absence de phallus sont donc corrélées. Je n'ai pas d'origine, et mon origine en tant que fille ou garçon renvoie à cette absence ou présence du phallus qui renvoie à mon absence ou présence en tant que je suis mort ou vivant, ou pas encore né. Le vivant, c'est toujours une présence entre deux absences, le avant et le après. Avant la naissance, après la mort. C'est incontournable, et c'est pour ça que nous manquons toujours de ce qui est justement au debout. Hein. On n'a pas de représentation de la mort, et si on s'acharne dans les rêves à reconstruire des représentations de la conception, de la gestation, de la naissance, etc., c'est bien parce que, oui, ça, on en a des représentations, la plupart du temps refoulées, et refoulées, entre autres, parce que ce sont des fantasmes aussi, des fantasmes, encore une fois, sexués, libidinalement investis. Vous voyez que je n'arrête pas de faire des allers et retours entre la théorie et la méthode. La théorie, conception, gestation, naissance, Oedipe, castration. Et la méthode, on confie au rêveur le soin d'analyser ses propres rêves et à celui qui vit le soin d'analyser sa propre vie. Donc j'en reviens à cette méthode telle qu'énoncée par Freud, et pour constater à quel point Freud lui-même ne s'est pas rendu compte de l'énorme franchissement épistémologique qu'il faisait à ce moment-là. Il s'en est d'autant moins rendu compte, c'est un indice, c'est qu'il énonce cette règle non pas dans le corps du texte, dans la Traumdeutung, la science des rêves, mais dans une note de bas de page. Bon, vous voyez, c'est dans l'interprétation des rêves. J'ai l'édition traduction de Meyerson, la première édition, à mon avis la meilleure. Et voilà. C'est ici, vous voyez, une note de bas de page consacrée a priori à Artémidore de Baldis, c'est-à-dire un interprète des rêves de l'Antiquité. C'est comme s'il faisait juste... Parce que dans le corps du texte, Artémidore de Baldis est cité, et tout se passe comme si il faisait d'abord juste une petite note pour expliquer au lecteur qui était Artémidore de Baldis. Et du coup, il en vient à dire la différence de sa méthode à lui, Freud, par rapport à celle de Artémidore de Baldis, c'est que on confie au rêveur le soin d'interpréter ses propres rêves. Parce que dans l'Antiquité, dans toutes les religions, dans tous les pays, il y a eu des devins, des interpréteurs de rêves qui interprétaient à la place du rêveur.
Et on allait trouver le devin, le magicien, l'apiti, en lui disant, voilà, j'ai eu un rêve, donne-moi la réponse. Et la personne, mise en position de maître, comme ça, donnait la réponse. C'est encore le cas aujourd'hui. Je connais bien des sites et des pages Facebook sur Internet dans lesquels, effectivement, les gens viennent apporter un rêve et demandent « Donnez-moi l'interprétation de mon rêve ». Et il y en a qui leur répondent, effectivement. Souvent avec des dictionnaires de rêves comme on en trouve, c'est-à-dire rêver de mariage, ça veut dire qu'il va y avoir un enterrement, rêver d'enterrement, ça veut dire qu'il va y avoir une naissance, ainsi de suite. Des espèces de dictionnaires tout faits qui auraient valeur universelle, alors que non, ça ne peut pas. Ça ne peut pas pour cette simple raison fondamentale que j'ai rappelée en analysant le mythe d'Oedipe. C'est-à-dire qu'Oedipe répondait dans l'universel à la sphinge, l'homme, avec un grand H, et là il savait répondre, et que pour lui-même, il ne savait plus rien. Il ne savait pas qu'il était lui-même l'homme en question dans le complexe d'Oedipe. Et quand il l'a su, il s'est crevé les yeux. C'est là tout le truc. Que la rupture épistémologique que fait Freud à ce moment-là, c'est ça. Bon, c'est tout son livre qui est consacré à ses propres rêves. Au lieu de faire comme tous ses prédécesseurs, c'est-à-dire interpréter les rêves des autres. Là, il interprète les siens. Et il en déduit cette règle, et on voit bien, puisque c'est une note en bas de page, il s'aperçoit que ce qui est efficace, ce qui marche, c'est que justement il se soit occupé de ses propres rêves, pas de ceux du voisin. C'est là qu'il invente la psychanalyse, et non pas dans ses écrits précédents, parce que vous savez qu'il a écrit un certain nombre d'ouvrages entre 1895 et 1900, notamment les études sur l'hystérie. Mais justement, il étudie l'hystérie. C'est-à-dire, il n'est pas sorti du monde médical et il interprète ce qui se passe chez les hystériques, entre guillemets, qui viennent le trouver. Il les prend encore comme des objets d'étude. Le renversement, dans la Traumdeutung, c'est qu'il se prend lui-même comme objet d'étude. Donc, au lieu de se poser en celui qui sait pour les autres, il se rend compte qu'il ne sait pas, même pour lui-même, et il se met en recherche de ce lui-même. C'est ça la démarche analytique. Et donc il s'agit, quand on se place en psychanalyste, justement de laisser cette place vide pour permettre à l'autre de faire sa démarche, de trouver des représentations de lui-même, et notamment dans les rêves. Bon, ce qui ne veut pas dire rester totalement silencieux dans le vide et le silence absolu, ce que font beaucoup d'analystes, hélas. Mais ce qui veut dire, au contraire, se mettre dans cette position où j'accepte de ne pas savoir. Vous voyez, c'est exactement le contraire de la position promue par Lacan, où il dit le psychanalyste est le sujet supposé savoir. Alors bien sûr, on dit tout de suite, mais le sujet supposé savoir, c'est la supposition que l'analysant fait à propos de l'analyste. L'analyste, il ne sait rien. Malheureusement, j'ai pu constater que dans le discours des psychanalystes, ça restait des coquetteries, ça. C'est qu'en fait, l'analyste est bien persuadé de savoir, en fait, sous cette énonciation de ce qu'il ne sait pas. Parce que chacun est bien persuadé que, oui, bien sûr, le problème c'est d'avoir fait son analyse, mais si on n'a pas fait un diplôme de psycho ou de psychiatre, si on n'a pas fait de grandes études de philosophie, etc., le fait d'avoir seulement fait une analyse, c'est un peu léger, quoi. Beaucoup de gens pensent cela, et même des analystes. Et effectivement, Freud, en s'interrogeant sur ce que serait une école d'analystes, disait bien sûr, il faut faire une analyse, c'est fondamental, mais il faut aussi apprendre l'histoire, la philosophie, l'anthropologie, la linguistique, tout un tas d'autres choses qui lui semblent indispensables. Donc Freud a encore des réticences à se séparer du savoir universitaire, bien que
sa rupture épistémologique soit là. Pour être analyste, l'important c'est d'avoir fait une analyse. Vous voyez en quoi c'est différent de la médecine. Pour soigner un cancer, il n'y a pas besoin d'avoir eu un cancer. Pour soigner une grippe, il n'y a pas besoin d'avoir eu une grippe. Il suffit d'avoir appris à l'université comment on fait. Hein. C'est donc radicalement différent. Parce qu'en psychanalyse, on ne soigne pas justement une maladie, un symptôme. On ne soigne pas du tout. On est en recherche de soi. C'est radicalement différent. Ça se rapproche plus de ce que recherchent les gens à travers une religion ou à travers une philosophie. Mais ce n'est pas non plus une religion ni une philosophie. Absolument pas, parce que dans ces deux dernières disciplines, là aussi, on va chercher le soi-même dans l'étude des bouquins, dans l'étude de la parole de Dieu, dans l'étude de la parole d'un maître, hein, ou de plusieurs, peu importe. À chaque fois, c'est le savoir qui reste le maître. Ce n'est pas le sujet qui inventerait son propre savoir sur lui-même. Ça, c'est la psychanalyse et seulement la psychanalyse. C'est ça la méthode. Alors, Freud, à certains moments, se rend compte de l'énormité de la rupture épistémologique qu'il est en train de faire, et à d'autres moments, il ne s'en rend pas compte du tout. Moment 1, il s'en rend compte, par exemple, au moment où un de ses collègues à Berlin est accusé d'exercice illégal de la médecine. Parce qu'il est analyste, il reçoit des analysants, mais il n'est pas médecin. Donc on l'accuse d'exercice illégal de la médecine. Et Freud va le défendre en écrivant tout un bouquin qui s'appelle l'analyse laïque. Laïque veut dire qu'il n'y a pas besoin de diplôme et on n'a pas besoin d'être médecin. Parce que la psychanalyse, ce n'est pas la médecine. Hein? Bon, ce qui m'épate encore de voir les collègues avoir des réactions de médecins en disant « oui, mais avant tout départ d'analyse, il faut avoir fait un diagnostic », comme ils disent, savoir à qui on a affaire, si c'est un névrosé, un psychotique, si c'est un obsessionnel, un hystérique, etc., qui sont encore des méthodes, des réflexes médicaux, du champ médical. Non, la psychanalyse sort complètement de ce champ médical. Elle devient autre chose. Donc, dans sa défense de ce collègue analyste, j'ai oublié son nom, excusez-moi, je pense que c'est Reich, mais bon, peu importe. Freud établit cette rupture épistémologique. Mais à d'autres moments, y compris dans la Traumdeutung, y compris dans ce bouquin sur les rêves, eh bien, il continue dans le champ médical, c'est-à-dire il fait le contraire de ce qu'il vient de dire qu'il faut faire, c'est-à-dire il analyse les rêves des autres, ou la vie des autres. Le summum étant, dans la Traumdeutung elle-même, le rêve de l'enfant mort qui brûle, où Freud analyse ce rêve à la place de la personne qui l'a prononcé. Et le pire du pire, c'est que Freud ne connaît même pas la personne qui a fait ce rêve, parce que il dit qu'il a entendu ce rêve raconté par une dame qui était à une conférence où elle a entendu le conférencier parler de ce rêve. Et donc on ne sait même pas si c'est le conférencier qui a fait ce rêve ou quelqu'un d'autre que le conférencier a entendu. Vous voyez, le rêve passe de main en main comme un objet. C'est-à-dire exactement le contraire que ce que Freud essaie de promouvoir en redonnant la parole au sujet à travers l'exposé et l'interprétation de son rêve. Et Freud n'a pas l'air de s'en rendre compte du tout. Il fait ça comme si... combien d'analystes, et au premier chef Lacan, se sont engouffrés dans cette brèche? Lacan a commenté le rêve de l'enfant mort qui brûle, mais au moins 20 fois dans l'ensemble de son œuvre. Et à chaque fois, il en tire des enseignements et encore des enseignements, en faisant toujours plus de ce rêve un objet
un objet d'étude, hein, comme si c'était le squelette d'un tyrannosaure qu'on peut étudier comme un objet, effectivement, et en examinant toutes les blessures, les petites calcifications sur les os, pratiquement raconter l'histoire du tyrannosaure. Mais ça, c'est de la paléontologie, ce n'est pas de la psychanalyse. Hein. La psychanalyse, c'est donner sa place au sujet. Jamais fonctionner avec des représentations humaines, comme un rêve, à les prendre comme des objets. C'est ça la rupture épistémologique. C'est renverser l'objet dans le sujet. Le sujet se prend pour sujet d'étude au lieu de prendre les autres comme objet d'étude. Voilà une autre formulation du fondement de la méthode, dont on voit que Freud ne l'a pas toujours respecté et Lacan encore moins. Lacan encore moins, alors d'autant plus qu'il a été pris pour un prophète, voire quasiment divinisé par la communauté analytique. Mais Freud aussi, c'est-à-dire que dans les écoles de psychanalyse, que j'ai fréquentées quand même pendant 40 ans, chaque parole de Freud et chaque parole de Lacan est présentée comme inattaquable. Ce sont des gens sans faille. Tout ce qu'ils disent est bien, c'est formidable, c'est merveilleux, c'est génial. Il n'y a plus d'esprit critique, c'est-à-dire exactement comme dans une religion. Hein. Et on étudie leurs paroles comme des objets, en substituant la parole de ses maîtres à sa propre parole. Freud, au moins, a beaucoup parlé de lui, donc mettant en œuvre sa propre logique, c'est-à-dire la logique du sujet, dans la Traumdeutung où il parle de ses rêves, dans la psychopathologie de la vie quotidienne où il parle de ses oublis, de ses actes manqués, mais à d'autres moments, comme je l'ai indiqué, il continue à prendre les gens comme des objets. Et je peux comprendre le souci de Freud. Hein. D'une part, il avait une formation médicale, et ça devait être difficile de s'en sortir. Et d'autre part, il était un peu seul contre tous. Et il devait montrer qu'il n'y a pas que lui qui est concerné par l'Oedipe, la castration, etc. Et il y a aussi tous les autres. C'est pourquoi il a amené le mythe tel que rédigé par Sophocle et qu'il a étudié aussi pas mal les anthropologues et qu'il a étudié le mythe de Moïse tout à la fin de sa vie. Hein, il voulait démontrer le caractère universel de sa théorie. C'est un souci que je peux comprendre. Hein, moi aussi, je m'appuie sur l'étude des contes et légendes des autres peuples. Mais les contes et légendes, ce ne sont pas des paroles de sujets, ce sont des paroles que des sujets reprennent, à défaut d'avoir leurs propres paroles sur leur propre origine, ils reprennent les contes et légendes pour se la raconter, c'est-à-dire raconter l'origine du peuple, l'origine de la terre, l'origine de l'univers, comme étant finalement leur propre origine. Ce qui n'est pas faux quelque part, mais ce qui refoule toute parole de sujet sur son origine à lui, qui est unique. Même si elle rejoint dans les formulations c'est ce que tout le monde vit, c'est-à-dire conception, grossesse, naissance, Oedipe et castration, tout le monde le vit, ça c'est totalement indéniable. Mais chacun à sa manière. Et c'est pourquoi on est tout le temps en recherche inconsciente de cette représentation de l'origine. Quant à Lacan, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais là je le redis parce que ça rentre dans le cadre d'une vision un peu plus large de ce que je raconte sur la psychanalyse, du moins je crois. Lacan, il a parlé une seule fois de lui dans toute son œuvre. C'est à la fin du séminaire Encore, au début d'un séminaire où il dit « Cette nuit, j'ai rêvé que j'arrivais dans cet amphithéâtre et qu'il était vide. Je n'avais donc plus qu'à me les rouler. » Se rouler les pouces, c'est-à-dire il avait enfin plus rien à faire.
parce qu'il a passé sa vie à préparer son séminaire. Parce que c'était ça qui l'intéressait fondamentalement. C'est pourquoi c'est le seul rêve qu'il nous raconte parle de ça, de son séminaire. Hein. C'est la chose de sa vie, c'est ça l'important. Là où il a 500 personnes qui viennent l'écouter religieusement, et où donc il trouve une représentation de lui-même comme grand théoricien. C'est ça qui l'intéresse, beaucoup plus que d'écouter ses analysants, ou de s'écouter lui-même. Mais l'inconscient revient en manifestant chez lui le désir de n'avoir plus rien à faire, c'est-à-dire ne plus, enfin, passer son temps à étudier des bouquins et des bouquins et des bouquins pour pouvoir être brillant à son séminaire. C'est ça le truc. Hein. Si seulement ça pouvait s'arrêter. Hein, ça ne s'est arrêté qu'à sa mort, malheureusement. Hein, moi, je me suis arrêté de faire séminaire au bout de 10 ans parce que j'ai préféré donc faire des groupes de paroles qui s'appellent Parler de soi, où effectivement ce n'est plus le gars moi-même qui montre qu'il est brillant en ayant lu tout Freud, tout Lacan et tant d'autres philosophes. Déjà à cette époque-là, je parlais de moi aussi, entre autres. Hein. Mais maintenant, là où je fais des trucs, c'est en donnant la parole aussi aux autres. Hein. On partage des paroles de sujets ensemble. Voilà, ça me paraît bien plus intéressant et bien plus dans le droit fil de la rupture épistémologique que Freud a inventée. Et que je suis obligé de réinventer parce que cette règle fondamentale, on confie aux rêveurs, etc., me semble avoir été furieusement oubliée des analystes de nos jours. Donc, je suis très reconnaissant à Lacan de nous avoir fait part de ce rêve, ce seul rêve, où finalement se condense tout l'intérêt de sa vie. De notre côté, il a ses contradictions, comme Freud, où le seul morceau de clinique dont il nous fait part, c'est dans le séminaire 1, c'est dans le fameux épisode de la truie, hein, où là, c'est une véritable catastrophe. J'ai toujours vu cet épisode raconté avec beaucoup de révérence, en disant Lacan est génial, voyez comme quelle clairvoyance il repère tout de suite chez cette femme le corps morcelé, alors que, moi-même, j'ai mes contradictions aussi, puisque pendant des années, j'ai suivi les opinions de tout le monde en disant, puisque c'est Lacan, c'est forcément génial. Mais quand enfin j'ai pu me libérer de cette emprise, je me suis rendu compte à quel point c'était hors de propos. Hein. Lacan, il commence à parler de cette dame. D'abord, il parle d'une présentation de malade, ce qui est une pratique psychiatrique, et par des psychiatres. Il est lui-même psychiatre. Et on lui présente une dame. Et la façon dont il nous en parle, ça montre finalement à quel point il a du mépris pour cette dame. Quand il raconte que cette dame, elle raconte qu'elle est bien gentille, etc., que c'est étonnant que personne ne la reconnaisse comme gentille et que tout le monde lui fasse des misères. Il dit ça sur un tel ton qu'on sent bien à quel point il n'entend pas la souffrance de cette dame. Il nous le restitue avec de l'ironie. Hein. C'est une façon de dire, elle est gentille, mais enfin, c'est une paranoïaque, quoi. C'est ce qu'il nous dit. Et il ose même cette tautologie. Elle a un délire paranoïaque, puisque c'est une paranoïaque. C'est fou ce que ça nous avance, une phrase comme ça. Hein. Ça veut dire qu'il aborde cette dame avec le préjugé psychiatrique que c'est une paranoïaque et qu'on peut qualifier son délire de délire paranoïaque. Hein. On est dans la tautologie. Et ensuite, l'incident qu'il nous rapporte, après nous avoir rapporté des généralités sur cette femme, l'incident qu'il nous rapporte, c'est qu'elle raconte qu'en rentrant chez elle, un jour, elle croise un homme.
Et cet homme, à cet homme, elle dit « Je viens de chez le charcutier ». Et cet homme lui aurait répondu « Truie ». Et Lacan, tout de suite, d'interpréter « Ah ben voilà ». Elle vient de chez le charcutier, l'autre lui dit truie, parce que c'est elle qui a été découpée par le charcutier. C'est donc le fantasme du corps morcelé qui est là à l'œuvre. C'est pas du tout ce que dit la dame. Ça a même peut-être rien à voir. C'est visiblement, il pense que délire paranoïaque ou délire psychotique d'une manière générale, c'est fantasme du corps morcelé. Donc il le plaque sur cette dame, qui n'en a jamais rien dit. Hein, parce que qu'elle nous dise truie, qu'elle pense qu'elle ait entendu truie de la part du monsieur, alors qu'elle dit je viens de chez le charcutier, ça peut être interprété de multiples façons différentes. En particulier, il y a un élément que nous donne Lacan pour cette histoire, un élément dont il ne fait rien, en nous disant que cette dame a une amie, et que cet ami a un amant, et que c'est cet amant qu'elle a rencontré dans le couloir. Donc pourquoi est-ce que je n'interpréterai pas, moi, le fait que l'amant de sa copine réponde truie, en termes libidinal, oui, tu n'es qu'une cochonne, d'avoir envie de moi, alors que c'est ta copine qui baise avec moi. C'est un délire, hein, c'est mon délire. Je me garderais bien de le soumettre à cette dame comme interprétation. C'est juste pour montrer que, à partir de ce qu'elle dit, on peut interpréter d'une foule de façons différentes, mais que Lacan, lui, il interprète avec de la théorie, au lieu de faire état de ce qu'a dit cette dame, que ce monsieur qu'elle a rencontré et qui lui dit truie, ce monsieur, c'est l'amant de sa copine. Je sais pas, moi j'aurais posé la question, ce monsieur c'est qui et enfin, quel sentiment avez-vous à son égard? Enfin, essayer de la faire creuser un peu le problème, pour qu'elle nous en dise plus. Et qu'est-ce qu'elle faisait chez le charcutier? J'aurais posé cette question. Au lieu d'être sûr que, ça y est, c'est le corps morcelé qu'elle nous met sur la table. Hein? On voit bien là que Lacan traite cette dame en objet de science, objet d'interprétation, objet de savoir. Et il sait, lui, Lacan, que les fantasmes des psychotiques, c'est le corps morcelé, et que c'est pas du tout de la psychanalyse. Hein, c'est à 100 000 lieues de la psychanalyse, cette histoire-là. Alors, les gens ont pris ça pour de la psychanalyse, parce que c'est la psychanalyse qui parle du corps morcelé. Hein, mais elle en parle en théorie. Hein. Elle n'en parle pas pour substituer cette parole théorique à la parole des sujets. Hein. C'est là qu'il faut revenir à la rupture épistémologique opérée par Freud. Alors, lorsque Lacan affirme à plusieurs reprises dans son séminaire qu'il dit « tout ce que je vous dis, je le tiens de ma clinique », je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est faux, parce que d'une part, moi, je ne trouve pas la même chose dans ma clinique, que je n'appelle pas clinique, parce que je suis sorti du champ médical, j'appelle ça pratique, donc je ne trouve pas la même chose, et d'autre part, je ne le vois pas en parler de sa fameuse clinique. Hein, je vous ai donné les deux endroits où il en parle, le rêve de l'amphithéâtre vide, et l'incident truie lors d'une présentation de malade. Ce sont les deux seuls endroits où il nous en parle. S'il ne nous en parle pas, s'il ne nous donne pas les pièces à conviction pour nous convaincre, ben moi je ne suis pas convaincu. Je l'ai été pendant des années, hein, parce que j'étais pris dans l'esprit religieux qui entourait la personne de Lacan et son enseignement. Et j'ai mis vraiment des années à m'en dégager. C'est-à-dire à arriver à penser par moi-même, au lieu de répéter comme un perroquet les phrases de Freud et de Lacan. Donc, si à travers mon analyse, j'ai trouvé ma place de sujet, j'ai trouvé mon trou, j'ai fait mon trou, comme on dit, hein, et sachant que cette place a un trou elle-même,
Hein. C'est dans ce trou que j'accueille les gens. Et je n'hésite pas à me laisser voir comme troué, c'est-à-dire avec des failles. Je ne suis pas le psychanalyste neutre, mystérieux, qui garde comme ça une attitude au-dessus des choses, hein, qui correspond d'ailleurs à celle que Lacan dit que l'analyste doit avoir. Il dit l'analyste doit avoir un désir plus grand, c'est-à-dire un désir qui va au-delà du désir du vulgum pecus, vous savez, qui n'a pas fait d'analyse et qui surtout n'a pas écouté l'enseignement de Lacan. Eh bien moi non, je n'ai pas un désir plus grand, j'ai juste un désir dont j'ai fait le tour, et dont je m'aperçois que ce qui est le moteur du désir, c'est justement le manque. Le fait qu'il manque l'origine, le fait qu'il manque le phallus, ce qui fait que le phallus, dans mes rêves, je vous en ai assez suffisamment raconté, je passe mon temps à aller le rechercher là où je l'ai oublié, dans le ventre de maman. Hein. Donc c'est avec ce manque que j'accueille les gens. Si, ne serait-ce qu'un instant, je confirmais le fantasme du supposé savoir qui est chez l'analysant, qui est peut-être chez l'analysant, mais c'est ce que dit Lacan, hein, qu'il a le fantasme du sujet supposé savoir. Si je le confirme, à ce moment-là, je bouche le trou avant même qu'on ait pu constater sa présence. Et c'est ce qu'a fait mon premier analyste. Pendant 15 ans, je l'ai subi. Hein. Il se mettait dans cette position de confirmer qu'il était bien sachant. Je me rappelle d'un jour où je disais, comme dans une formule du langage courant, je ne sais plus à propos de quoi, je disais sur un ton un petit peu désespéré, « Oh, je sais ». Et il m'a répondu sur un ton de colère implacable, « Non, vous ne savez pas !» Ah bon ? Je me suis écrasé à l'époque parce que j'avais pas suffisamment trouvé mon sujet, effectivement, c'est pour ça que j'étais là. Mais il me disait très clairement que non, moi je ne savais pas. Lui, évidemment, ça renforçait son idée que c'était lui qui savait. Hein, effectivement, ce n'était pas mon fantasme, c'était ce que lui mettait en scène. Hein, c'était peut-être mon fantasme, mais effectivement, ce qu'il faisait venait renforcer ce fantasme qu'il avait lui d'être lui, supposé savoir. Ça donne une indication de méthode. Ne jamais aller dans le sens qui confirmerait au sujet sa supposition que je sais. Autrement dit, ne jamais se mettre dans une position de surmoi. Et mon analyste se mettait évidemment tout le temps dans une position de surmoi, en me faisant attendre un minimum une demi-heure à 1 heure avant de me prendre. Il y avait 7-8 personnes dans la salle d'attente. Bon, je sais que c'est ce que Lacan faisait, donc il refaisait du Lacan. C'est-à-dire se mettre en position de choisir. En plus, il ne prenait pas forcément, effectivement, dans l'ordre chronologique d'arrivée. Il le faisait souvent, mais souvent aussi, il prenait telle personne avant telle autre, comme ça, selon son bon plaisir, c'est du moins ce qui en apparaissait, hein, c'est-à-dire il jouait au maître, le maître absolu qui choisit. De même que il mettait fin à la séance selon son bon plaisir, selon la pratique de la dite séance courte. Alors les lacaniens corrigent, non, séance à durée variable. Oui, à durée variable, effectivement, c'est-à-dire que ça reste le sujet psychanalyste qui choisit les variations. C'est-à-dire qu'il choisit le moment où il met fin à la séance. Ce qui fait que l'analysant, je l'ai parfaitement ressenti pendant des années, bien que je n'ai pas osé le formuler comme ça, parce que ce n'était pas de bon ton, ce n'était pas dans le mouvement de la psychanalyse lacanienne. Hein. J'étais dans cette position d'avoir un épée de Damoclès au-dessus de la tête. À quel moment il va arrêter ? Alors, j'étais dans l'affolement, à essayer de dire des trucs. Alors, c'est la justification des lacaniens. Oui, comme ça, vous y allez, quoi. Vous êtes obligé de dire des trucs. Mais je l'ai déjà dénoncé dans la pratique de Freud qui a voulu obliger l'homo loup à sortir des trucs sur la scène primitive en mettant un terme, lui aussi c'est une question de terme, hein, en mettant un terme
prématuré à l'analyse, eh bien là, c'est sans arrêt terme prématuré à chaque séance. Hein. Prématuré, c'est-à-dire que l'analysant n'a pas le temps de maturer son propos, de prendre le temps de tourner autour, parce que c'est pas facile de dire les choses concernant le sexe, la castration, la baise, le caca, le pipi, etc., ce qui sont les choses de l'enfance qu'on a oubliées, parce que justement, ce sont des saloperies qu'on n'a pas envie de garder en mémoire. Mais s'il y a un type qui vous coupe tout le temps, ben, vous ressentez la castration au lieu de pouvoir en parler. Hein. C'est exactement ce que j'ai ressenti, c'est pourquoi que j'ai vraiment compris la castration après la fin de mon analyse, mais pas pendant, où je la subissais tout le temps, venant d'un autre, et non pas de mon propre fantasme. Bien qu'elle soit dans mon fantasme, je n'avais pas pu en développer la consistance, disons, parce que j'étais sans arrêt aux prises avec cette castration de la fin de séance. On n'a pas le temps, dans une séance courte, de maturer effectivement un propos. Mon analyste me coupait en plein milieu d'une phrase, en plein milieu du récit d'un rêve. Hein. Donc la fois d'après, qu'est-ce que je faisais? Ben, je reprenais le récit de mon rêve à l'endroit où je l'avais laissé. Ça ne m'avait absolument pas fait réfléchir entre-temps. Mais à l'époque, je disais « Ah oui, c'est super parce que ça me fait réfléchir entre-temps. » Vous voyez, comme quand on baigne dans un environnement où les choses sont dites comme ça, religieusement, c'est ça qui est bien. Hein. Si on vous coupe, si on vous fait du mal, c'est pour votre bien. C'est effectivement ce que font souvent les médecins, mais eux, ils ont souvent raison. Donc la séance dite à durée variable, c'est typiquement ce qui met l'analyste en position de maître, et non pas en position d'analyste. Il est le maître du temps, c'est lui qui décide. Alors on vous dira, oui, mais c'est parce qu'en fait c'est l'analysant qui décide, parce que l'analyste dit que c'est là qu'il faut couper, parce que là, quelque chose d'important vient d'être dit. Ouais, c'est quand même lui qui décide donc ce qui est important ou ce qui l'est pas. Hein. Alors que mettre un temps de séance toujours le même, eh bien ça veut dire mettre une pendule entière entre l'analysant et l'analyste. Ça soulage incroyablement. Il n'y a plus une épée de Damoclès de « Ah ben quand est-ce que ça va tomber ?» On ne sait pas, on sait quand ça va tomber. Hein. Les gens prennent l'habitude, prennent le pli, oui, ça dure 30 minutes, c'est 30 minutes, bon voilà. Donc il n'y a pas d'affolement, et quand c'est fini, c'est fini. Ce n'est pas moi qui ai décidé, je ne suis pas le maître, c'est le temps, c'est la pendule. Hein. J'ai glissé entre l'analysant et l'analyste, un tiers symbolique, le temps, qui est une règle. Une règle, c'est symbolique. Voilà, c'est une limite où je limite ma maîtrise. Ce n'est pas moi qui suis maître du temps. Je peux donc me permettre d'être analyste. J'expliquerai dans d'autres vidéos en quoi c'est qu'être analyste, ce n'est jamais qu'être analysant de sa pratique d'analyste. Hein. Ce n'est pas non plus une soi-disant maîtrise de ce métier. Hein. L'analyse, c'est certainement le métier où on passe sa vie à apprendre le métier, hein, tout en l'exerçant, tant bien que mal, de bric de broc. Et on se perfectionne sans arrêt, on avance sans arrêt, et ce n'est jamais définitif, il n'y a jamais un moment où on peut dire « je maîtrise la psychanalyse hein. ». Ce n'est pas une maîtrise. Alors, paradoxalement, Lacan a inventé cette théorie des 4 discours, où il y a le discours du maître qui s'oppose au discours de l'analyste, et au discours de l'hystérique, et au discours de l'universitaire. Hein. Mais malgré cette affirmation théorique, que le discours de l'analyste c'est l'opposé du discours du maître, mais dans la pratique, cette simple pratique de la séance courte montre que l'analyste se pose en maître. Et alors quand il dit « vous ne savez pas »,
comme m'a rétorqué mon analyste, sans compter toutes les autres interventions où il ne cessait de jouer d'ironie à mon égard, voire je dirais, de méchanceté. Hein. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté, le jour où j'ai compris ce que c'était que la castration, laborieusement, après l'analyse d'un rêve, il a laissé tomber d'une voix ironique. Il vous a fallu tout ce temps pour en arriver là. Sous-entendu, mais quel con tu fais, mon pauvre ami. Ça me laissait entendre que tous les autres analysants avaient dû mettre beaucoup moins de temps que moi, alors que je vois bien dans le milieu analytique tellement de collègues qui n'ont même pas compris ce que c'était que la castration pour eux-mêmes, hein, et qui n'en parlent qu'en termes théoriques, quand ils veulent bien en parler. Hein. Alors, mea culpa, moi aussi, à mes débuts, j'ai essayé de pratiquer la séance à durée variable, puisque tout le monde disait que c'était ce que Lacan faisait, que c'était ça qui était formidable, c'est ça qui faisait avancer l'analyse, etc. Mais je me rendais bien compte que j'étais dans le malaise par rapport à ça. Hein. J'étais toujours à l'affût comme ça en me disant quand est-ce que je vais arrêter, quand est-ce que je vais arrêter, quand est-ce que je vais arrêter. Et quand on a une telle préoccupation, donc être comme le chasseur à l'affût de la perterie qui va s'envoler, il va falloir tirer, pan. Mais effectivement, Lacan se sert de cette image du chasseur qui est à l'affût on entend une homophonie, on se précipite dessus. Et on met fin à la séance là-dessus pour que l'analysant se rende compte de l'homophonie. Plus souvent, pourquoi il s'en rendrait compte. Mais la culture analytique lacanienne est telle que j'ai trouvé des analysants qui passent leur temps à s'interroger sur les homophonies parce que c'est devenu dans la culture lacanienne ce qu'il faut analyser, ce qui empêche d'entendre d'autres choses. Bon, mais ça je le développerai à un autre moment. Qu'il me suffise de rappeler ici que ce qu'il en est de cette méthode, de cette rupture épistémologique engendrée par la méthode, on remet le sujet en position d'avoir à trouver sa place de sujet, c'est-à-dire se mettre au monde. C'est-à-dire se mettre au monde en inventant son fantasme de mise au monde, comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes et encore un petit peu dans celle-ci. Et ensuite, pour ce qui est de la position de l'analyste en tant que non maître, mais analyste, ça fait aussi partie de la méthode et j'en dirai un mot la prochaine fois.